Dans cette 9e leçon, nous allons introduire des exemples de variables aléatoires continues. Alors, ce sera exactement comme dans la leçon précédente, puisque après avoir défini la notion de variable aléatoire, nous avions donné quelques exemples, mais on s'est limité essentiellement aux exemples les plus populaires qu'on retrouve dans la pratique, et on va faire de même dans cette leçon. Donc, nous n'allons pas donner une série exhaustive de variables aléatoires continues, mais nous allons nous limiter à l'essentiel, c'est-à-dire celles que nous rencontrons le plus dans la pratique. Donc, on va commencer d'abord par la première variable aléatoire populaire, c'est la variable aléatoire uniforme. Puis viendra une variable aléatoire qui joue un rôle primordial en statistique, c'est la variable aléatoire normale. Alors, variable aléatoire uniforme, une définition d'abord. Une variable aléatoire x est dite uniforme sur un intervalle AB si elle est continue, de densité définie par f de x égale à une constante c si x est entre a et b. A et b, c'est les valeurs qui définissent l'intervalle AB. Et elle est égale à 0, sinon, c'est-à-dire si x à l'extérieur de cet intervalle. Donc, pour cette variable aléatoire, la densité, elle prend deux valeurs constantes, une constante non nulle dans l'intervalle AB et une constante nulle à l'extérieur de l'intervalle AB. Et alors, chaque fois qu'on a une variable aléatoire qui se présente de la sorte, on dira qu'elle est uniforme sur l'intervalle AB. Alors, remarque, le C, la constante qui n'a pas été bien définie auparavant, on peut vérifier que sa valeur, c'est 1 sur B moins A, tout simplement pour qu'on puisse obtenir l'air sous la courbe de la densité F est égal à 1. Donc le choix de C, c'est obligatoirement 1 sur B moins A pour que l'air sous la surface, pour que la surface sous la courbe totale soit 1. Et on adoptera une notation, donc on notera X uniforme UAB pour dire que X est une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle AB. Donc cette notation sera adoptée pour exprimer qu'une variable aléatoire est uniforme sur un intervalle AB. Alors, ayant maintenant défini la variable aléatoire uniforme grâce à sa densité, nous pouvons donc considérer n'importe quel intervalle alpha-bêta faisant partie de l'intervalle AB pour calculer la probabilité que x se trouve entre alpha et bêta. Et on peut facilement vérifier que c'est tout simplement le produit de C et de bêta moins alpha. Pourquoi ce produit? Tout simplement parce que, rappelez-vous, pour une variable aléatoire uniforme, on a dit que la probabilité que cette variable se trouve entre deux valeurs, ou dans un intervalle, en fait, alpha-bêta, c'est l'air sous la courbe correspondant à cet intervalle. Et alors, puisque ici notre densité est une constante, nous allons tout simplement calculer la surface d'un rectangle. Et alors, ce rectangle, il a pour largeur ou pour base bêta moins alpha, puisque la base c'est l'intervalle alpha-bêta, et pour hauteur C, et le produit, ce n'est rien d'autre que la surface de ce rectangle. Mais exprimé ainsi, cette probabilité ne dépend de l'intervalle alpha-bêta qu'à travers sa longueur, bêta moins alpha. Donc, le fait que cette probabilité vaut cette valeur, ça veut dire que de toutes les façons, il ne dépendra pas de alpha et de bêta directement, mais il ne dépend que de la différence bêta moins alpha. Et cette caractéristique, nous pouvons l'utiliser pour caractériser une variable aléatoire uniforme, et alors on dira que c'est une façon équivalente de caractériser une variable aléatoire uniforme. Donc,
après avoir défini la variable aléatoire uniforme grâce à sa fonction de densité, nous pouvons maintenant la redéfinir de manière équivalente en disant qu'une variable aléatoire uniforme, c'est tout simplement une variable aléatoire telle que la probabilité qu'elle soit dans un intervalle ne dépend pas de l'intervalle lui-même, mais ne dépend que de la longueur de cet intervalle. Donc, ce sera vraiment la caractérisation d'une variable aléatoire uniforme. Alors, quelques propriétés pour cette variable aléatoire uniforme. Alors, je tiens tout de même à rappeler que lorsque je parle de variable aléatoire uniforme, je parle de deux choses à la fois. Je parle d'une variable aléatoire à laquelle j'associe une distribution. Donc, c'est à la fois une variable aléatoire et sa distribution. Donc maintenant, si nous avons x, une variable aléatoire uniforme sur AB, et si y est égal à x plus une constante, u, et z est égal à x fois une constante v, alors on peut vérifier, et c'est ce que nous allons faire, que y est aussi uniforme, mais cette fois-ci sur l'intervalle translaté a plus u et b plus u. Donc, y, qui est la translation de x par une constante u, se retrouve comme étant une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle translaté de AB par u. Donc, si u est positif, l'intervalle AU plus BU serait AB décalé vers la droite. Si U est négatif, il sera tout simplement le même intervalle décalé vers la gauche tout en conservant sa longueur. Même chose pour Z, qui était V fois X, elle est aussi uniforme sur l'intervalle V fois A et V fois B. Donc tout simplement les bornes de l'intervalle se retrouvent multipliées par la même constante V telle qu'on l'a fait pour X pour obtenir Z. Mais ceci, pour cette translation, c'est pour n'importe quelle constante U, mais pour la multiplication, le V, on doit le supposer positif. Et pourquoi on doit le supposer positif? Parce que quand on parle d'un intervalle AB, on le note AB. Implicitement, on suppose que A est inférieur à B. Mais si on multiplie deux valeurs A et B par un nombre, si le V est positif, l'ordre est conservé. Mais si le V est négatif, l'ordre est inversé. Donc, pour qu'on puisse conserver l'ordre dans ce sens, VA, VB, il faut prendre un V positif. Le V négatif n'est pas exclu, on peut l'utiliser, mais il faut penser à intervertir ces deux bornes. Il faut mettre VB d'abord, puis VA après, puisque la valeur la plus grande deviendra la plus petite, et la plus petite deviendra la plus grande en la multipliant par un nombre négatif. Donc, le fait que V est supposé ici positif, ce n'est pas du tout une restriction, mais c'est tout simplement dans l'exemple, et le V négatif, on peut l'envisager sans aucun problème, sauf qu'il faut penser à intervertir les bornes de l'intervalle. Alors, essayons de justifier ce résultat. En effet, Y est bien à valeur dans A plus U et B plus U, puisque de toutes les façons, notre X est dans l'intervalle AB, pour toute valeur observée de X, une valeur observée de Y serait cette valeur-là plus U. Donc les valeurs de Y se trouveraient dans cet intervalle. Même chose pour Z. Z, lui aussi, se trouvera dans cet intervalle après avoir multiplié toute valeur observée de X par V. Donc maintenant, pour ce qui est de l'intervalle, les choses ils sont bien claires. C'est bien AU et B, A plus U et B plus U et VA et VB. Il reste tout simplement à vérifier que c'est uniforme. Sur quel intervalle c'est déjà fait, mais c'est l'uniformité qu'il faut maintenant vérifier. Alors pour cela, nous allons prendre un petit intervalle U1, U2 contenu dans l'intervalle que nous venons de voir, A plus U, B plus U. Et voir qu'est-ce qui va se passer pour cette probabilité. La probabilité que Z, notre nouvelle variable, est entre U1 et U2. Si on se rappelle ce que c'était Z, c'est-à-dire X plus A, X plus U, il suffit de retrancher A des trois membres de l'inégalité ici et de retrouver ceci.
Donc, cette probabilité, c'est exactement celle-ci. Et sachant que maintenant, notre variable aléatoire x est uniforme, la probabilité qu'elle soit entre deux valeurs, c'est tout simplement c fois la différence des deux valeurs, ben, nous retrouvons que c'est c fois la différence entre cette valeur et celle-ci, u2 moins u et u1 moins u. Seulement, dans cette différence, le u disparaîtra. Et on retrouvera que c'est u2 moins u1. Finalement, si on relie cette expression à celle-là, on retrouve exactement la notion de variable aléatoire uniforme, puisque nous avions dit qu'une variable aléatoire uniforme, la probabilité qu'ils soient entre deux valeurs, ne dépend de ces valeurs qu'à travers leur différence, et c'est fait. Donc maintenant, nous pouvons conclure que notre z est bien une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle que nous avions déjà évoqué, a plus u, b plus u. Mais il faudrait tout de même remarquer que l'intervalle sur lequel nous avions travaillé ici, pour qu'on puisse avoir cette différence, il doit être un intervalle contenu dans AB. Il doit être un intervalle contenu dans AB. S'il ne l'est pas, la formule n'est plus la même. Mais par définition, puisque U1 et U2 sont dans cet intervalle, si on enlève U de U1 et U de U2, on restera dans l'intervalle AB. C'est tout à fait normal à partir de cette supposition. Donc, tout est parfait. Notre z est bien une variable aléatoire uniforme. Alors, je crois que pour l'autre variable aléatoire, on utilisera le même argument et ce n'est pas la peine de se répéter deux fois. Alors, maintenant, nous allons tirer les conséquences de ces deux observations, de ces deux transformations, la translation et la multiplication par une constante qui, si elle est positive, comme je vous l'ai dit, on a l'uniformité en conservant les bornes multipliées par la constante, mais si elle est négative, il faut tout simplement inverser les bornes de l'intervalle. Donc, comme conséquence de ceci, nous pouvons maintenant dire que si x est une variable aléatoire uniforme sur AB, alors x moins a est une variable aléatoire uniforme sur 0, b moins a. Donc, si vous voulez, ici c'est a moins a, qui est 0, et ici c'est b moins a. Donc, au lieu de u, nous allons utiliser moins a. Donc, ici, on a a moins a, et ici b moins a, donc c'est 0, b moins a. Donc, à l'aide de cette transformation, nous avons emmené la borne inférieure à 0. Après avoir fait ça, nous pouvons dire que cette nouvelle variable aléatoire x moins a qui est uniforme sur 0, b moins a, si on la divise par b moins a, c'est-à-dire si le v que nous avions utilisé auparavant est égal à 1 sur b moins a, donc divisé par b moins a, c'est multiplié par l'inverse de b moins a, donc c'est multiplier cette nouvelle variable aléatoire par une constante. Le résultat serait une variable aléatoire uniforme sur 0,1. Donc, finalement, nous partons d'une variable aléatoire x uniforme sur un intervalle AB, quelconque, peu importe la valeur de A et peu importe la valeur de B. Si nous enlevons A de x, ce qui est une constante, et si nous divisons le tout par B moins A, le résultat reste une variable aléatoire uniforme, mais sur un intervalle simple et connu, c'est l'intervalle 0,1. Donc, les valeurs de V, parce que les valeurs de x étaient dans AB, les valeurs de V sont dans 0,1. Alors, la densité de cette nouvelle variable aléatoire, puisque rappelez-vous que la densité de x était C quand on était entre A et B et 0 quand on était à l'extérieur de AB. Ici, le AB est devenu 0,1. Donc, il est normal que nous considérons l'éventualité d'être dans 0,1 et d'être à l'extérieur. Alors, dans 0,1, la valeur de la densité, c'est 1. Et à l'extérieur de 0,1, c'est 0. C'est normal. Alors, pourquoi 1 1, tout simplement pour que la surface sous la densité reste 1. C'est exactement la raison qui nous a emmené à prendre C tout à l'heure est égal à 1 sur B moins A pour que l'aire totale sous la courbe densité soit 1. Donc, ici, de quelle aire il s'agit?
il s'agit tout simplement de la surface d'un rectangle ayant pour base l'intervalle 0,1, donc la longueur à la base c'est 1. Et pour que la surface soit 1, il faut que la hauteur soit aussi 1. Et donc on choisit 1 ici pour finalement définir une densité uniforme sur 0,1. Donc une densité uniforme sur 0,1, c'est tout simplement une fonction qui prend 1 quand l'argument est entre 0 et 1 et qui prend 0 quand l'argument n'est plus dans cet intervalle. Alors, avant d'aller plus loin, on peut faire le circuit inverse. Nous pouvons démarrer d'une variable aléatoire uniforme sur 0,1 et construire une variable aléatoire uniforme sur un intervalle AB quelconque. Si V est lié à X de cette façon, on peut maintenant lier X à V en multipliant les deux membres par B moins A. Donc on aura X moins A est égal à B moins A fois V, puis rajouter aux deux membres A, et le résultat serait une variable aléatoire uniforme sur AB. Vous voyez maintenant que nous pouvons, d'une variable aléatoire uniforme sur AB, passer à une variable aléatoire uniforme sur 0,1 et réciproquement, d'une variable aléatoire uniforme sur 0,1, on peut passer à une variable aléatoire uniforme sur AB, et ceci par une translation et une multiplication qu'on appelle d'habitude une homothétie. Donc la terminologie nous importe peu, l'essentiel c'est que de comprendre quelles sont les opérations qu'on fait pour passer d'une variable à l'autre. Alors, nous avions déjà dit que la distribution d'une variable aléatoire, dans le cas continu, elle était caractérisée par la densité. C'est ce que nous avions fait jusqu'à maintenant. Nous avions donné la densité pour caractériser une variable aléatoire uniforme. Mais nous avions aussi dit que pour des variables aléatoires, qu'elles soient continues ou discrètes, la fonction de répartition les caractérise aussi. Et pour ce qui est de cet exemple, la fonction de répartition de x est g de x, qui est par définition la probabilité que x est inférieur ou égal à x. Donc, si x est inférieur à a, ça veut dire notre x à l'extérieur de l'intervalle AB. C'est 0. C'est 0. Alors, si x est supérieur à b, c'est 1. Pourquoi c'est 1, ce n'est pas 0, bien qu'on est à l'extérieur de l'intervalle AB? D'abord, rappelez-vous qu'une fonction de répartition est une fonction croissante. Donc, il ne peut pas revenir de 0 à une valeur positive, puis revenir à 0. Ce n'est pas possible puisqu'elle est croissante. Mais là, puisque la probabilité que notre variable aléatoire dans l'intervalle AB est égale à 1, le fait qu'il soit inférieur à un x qui est supérieur à b, ça veut dire que non seulement elle est dans l'intervalle AB, mais elle est dans un ensemble beaucoup plus large, ce qui fait que finalement, on retrouve 1. Où est-ce qu'on va discuter un petit peu? C'est lorsque le x n'est pas dans ce cas ni dans celui-ci. Alors, maintenant, considérons un x qui est supérieur à a. Alors, si le x est supérieur à a, de manière générale, nous pouvons adopter cette formule pour la probabilité. Et alors, s'il est à la fois supérieur à a et supérieur à b, nous nous retrouvons dans ce cas, qui est égal à 1. Donc, si x est à la fois supérieur à a et supérieur à b, nous trouvons 1, parce que s'il est supérieur à b, il est supérieur à a, puisque a est inférieur à b. Alors, il reste le dernier cas où x est entre a et b, donc dans notre intervalle. Maintenant, il suffit d'appliquer la formule. Notre x qui est inférieur à x, ça signifie que notre x est entre a et ce x. Alors, si il est entre a et ce x, nous avions dit que ça ne dépend que de la longueur, donc on retrouve x moins a. Et le b moins a qui est en bas, c'est tout simplement la multiplication par la fameuse constante c. Donc, finalement, la probabilité que x est inférieur à ce petit x, ça veut dire que c'est la probabilité que x est entre a et x, puisque de toute façon, on est supérieur à a. Entre a et x, donc c'est x moins a, c'est la longueur de l'intervalle, divisé par b moins a, donc la multiplication par la constante c. Voilà donc la fonction de répartition d'une variable aléatoire uniforme sur un intervalle AB.
Alors, dans l'exemple du cercle que nous avions déjà évoqué et de la flèche, nous avions déjà vu que la probabilité que la flèche pointe à un point d'un arc est la longueur de l'arc sur 2π. Donc, c'est la longueur de l'arc sur 2π, indépendamment de la position de l'arc sur le cercle. Ce qui fait que ça ne dépendait que de la longueur de l'arc. Et ça fait l'affaire, ça représente bien une variable aléatoire uniforme, comme nous allons le voir ici. Alors, on se rappelle aussi que nous avions choisi un point fixe A sur le cercle, la longueur L de l'arc orientée à M est automatiquement une variable aléatoire, et cette variable aléatoire, elle est uniforme sur l'intervalle 0,2π. Je vous ai déjà dit que tout ce que nous sommes en train de faire dans ces leçons concernant les variables aléatoires, des deux précédentes leçons jusqu'ici, c'est tout simplement une réadaptation des choses que nous avions vues dans le cadre de population. Et donc, cet exemple de cercle, on l'a déjà considéré. Et ce qui fait que maintenant, nous sommes tout simplement en train de le remodeler et de le reconsidérer dans le nouveau cadre en utilisant la notion de variable aléatoire. Bon, j'en arrive donc à un deuxième type de variable aléatoire, mais comme je l'ai dit au début de cette leçon, cette variable aléatoire joue un rôle capital dans la théorie des statistiques. C'est la variable aléatoire normale. Alors, commençons par la définition. Une variable aléatoire x continue toujours à valeur réelle, donc dans toute R, est dite normale standard. Alors, retenez ce mot standard, parce qu'on va parler de variable aléatoire normale et de variable aléatoire normale standard. Alors, ce standard se réfère à ces deux termes, centrée, réduite, qui deviendraient beaucoup plus clairs dans la suite. Mais je préfère qu'on garde en tête la distinction entre normale tout court et normale standard. Alors, pour cette normale standard, sa densité est définie par f de x est égale à une constante k multipliée par l'exponentielle de moins x carré sur 2. Nous avions déjà vu une fonction qui ressemble à celle-ci. C'est une variante de celle-là et on va la retrouver plus tard. Alors, pour une variable aléatoire qui a pour densité une fonction de ce genre, on l'appelle normale standard et on la note normale x, normale 0,1, n 0,1. On verra plus tard pourquoi on met ici un 0 et pourquoi on met ici un 1. Pour l'instant, on se contentera de parler de normale standard. Je vous rappelle que le cas qui est ici, il est là tout simplement pour qu'on puisse le prendre à notre guise. Et l'objectif, c'est d'avoir l'intégrale de cette fonction ou la surface sous la courbe de cette fonction, de manière générale, est égale à 1. Et ça, c'est toujours notre objectif pour qu'on puisse parler d'une densité ou d'une fonction de densité. Donc le cas, il restera à notre disposition pour tout simplement moduler cette fonction-là et obtenir une surface est égale à 1. Alors, la densité, donc le graphe de cette fonction, que nous allons voir plus tard, est symétrique par rapport à l'axe OY, qui passe par le milieu de l'axe horizontal, donc par l'origine. À partir de cette observation, on peut vérifier que la probabilité que x est inférieur à un nombre x est aussi la probabilité que x est supérieure à l'opposé de ce nombre x. Donc, c'est une sorte de symétrie dans le calcul de cette probabilité. Donc, pour n'importe quelle valeur de x, la probabilité que notre variable aléatoire est inférieure à ce x, elle est aussi la probabilité que notre variable aléatoire est supérieure à moins ce x. Alors, pour différentes valeurs de x. Maintenant, si nous revenons à la fonction de répartition de cette variable aléatoire,
qui a été définie pour n'importe quelle variable aléatoire à l'aide de cette formule. Donc f de x est égal à la probabilité que x est inférieur ou égal à x. Cette valeur, nous n'avons pas à la calculer, Dieu merci, mais elle est déjà calculée pour nous et on peut tout simplement l'obtenir à partir d'une table que nous retrouvons presque à la fin de tous les livres de statistiques. Mais je rappelle qu'il ne s'agit que de variables aléatoires normales standards, celles que nous avions notées N01. Donc, pour un x, bien évidemment, le x varie dans R, nous n'allons pas retrouver toutes les valeurs qu'on peut imaginer dans une table, parce que alors là, la table serait une encyclopédie et ça sera insuffisant. Nous trouverons quelques valeurs, mais pour des valeurs intermédiaires que nous ne retrouvons pas dans la table, nous faisons des interpolations et on aura des valeurs presque exactes de ce que nous voulons calculer. Voilà donc le graphe de la densité d'une normale standard. Il a cet axe de symétrie, comme on l'avait déjà dit. Et alors, encore une fois, si vous voulez calculer la probabilité que x est inférieur à moins 1, par exemple, à moins 1, ça veut dire que c'est cette surface qui est là, à partir de ce segment et vers la gauche. Vu la symétrie de cette courbe, c'est aussi la probabilité que x supérieur à 1 de ce côté-là. Donc ces deux flancs ont la même surface à partir de moins 1 vers la gauche ou à partir de 1 vers la droite. Et ceci reste vrai pour n'importe quel x et pas particulièrement pour moins 1 et 1. C'est tout simplement cette symétrie qui est là. Alors, de la table que j'avais évoquée tout à l'heure, on peut avoir, pour x est égal à moins 3, moins 2, moins 1, f de x, c'est-à-dire la probabilité que x est inférieur à moins 3, c'est 0,0013. Moins 2, c'est 0,0228. Moins 1, c'est 0,1587. Et si nous utilisons ces valeurs ici, nous pouvons obtenir la probabilité que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 3. Ça veut dire la probabilité que x est entre moins 3 et 3. Et vérifier que c'est 0,9974. Alors, la probabilité que x soit dans R, c'est 1. Mais la probabilité que x soit dans l'intervalle moins 3, 3, qui est un petit intervalle dans R, en fait, c'est presque 1. C'est quand même extraordinaire. C'est presque 1. Il reste très peu, finalement, de proba à l'extérieur de l'intervalle moins 3, 3. Si maintenant nous changeons le 3 en 2, bien évidemment, la probabilité diminue un petit peu, mais elle reste quand même supérieure à 95%. Ce qui fait que la probabilité que cette variable aléatoire se trouve à l'extérieur de l'intervalle moins 2, 2, elle est inférieure à 5%. Elle n'est pas 5%, elle est inférieure. Nous pouvons aller jusqu'à 1. Et donc, voir la probabilité que x entre moins 1 et 1, et c'est à peu près 7%. 70%, pas 68%. Donc, vous voyez que finalement, la probabilité, elle est très concentrée aux alentours de 0. Et donc, si on élargit un petit peu l'intervalle pour prendre moins 3 et 3, nous avons presque 1. Il reste peu de choses à l'extérieur. C'est très important de remarquer ça. Alors, maintenant, si x, tel que je l'avais dit tout à l'heure, est une variable aléatoire normale standard, et si je prends deux constantes sigma et mu, et si je fais cette transformation à x linéaire, je multiplie x par sigma et je rajoute mu autour. Pour l'instant, sigma est un nombre positif et mu est un réel quelconque. Cette nouvelle variable aléatoire sera aussi dite normale, mais tout court. Normale, et on va la noter, y, normale, mu, n, mu, sigma carré. Ce n'est pas 0, ce n'est pas 1, c'est mu, sigma carré. Alors, du y,
exprimé comme ça. Nous pouvons revenir à notre x, comme on l'avait déjà dit dans le cas uniforme. Et alors, x, il est calculé dans l'autre sens comme étant y moins mu sur sigma. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous me donnez une normale standard, via cette transformation, j'obtiens une normale mu sigma carré. Et si vous me donnez une normale mu sigma carré, via cette transformation inverse, à travers cette transformation inverse, je retrouverai une normale standard. Et alors, la probabilité que y se trouve entre deux valeurs, je vais la commencer à partir de là et dire que, puisque je connais cette probabilité, je l'ai déjà vu tout à l'heure, la probabilité que valeur absolue de x soit inférieure à 2, c'est-à-dire x entre moins 2 et 2, elle est là. Je peux maintenant remplacer x par cette expression et retrouver y, et par la suite, le résultat, c'est la probabilité que y se trouve entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Alors, si avant on avait moins 2 et plus 2, ici c'est mu moins 2 fois sigma et mu plus 2 fois sigma. Donc, l'intervalle qui est considéré ici, c'est un intervalle de centre mu, au lieu qu'il soit de centre 0 pour moins 2 et 2, et de rayon de sigma. Et c'est toujours 0, 9, 5, 4, 4 à partir de là, puisque c'est à partir de la normale standard que nous avions démarré. Donc, pour une variable aléatoire qui est normale mu sigma carré, nous pouvons aussi dire que ceci vaut presque, ou un peu plus que 95%. Une variable aléatoire normale mu sigma carré, on peut calculer la probabilité qu'elle soit entre A et B. C'est via la transformation que je vous ai proposée tout à l'heure, donc ce n'est pas la peine de me répéter. Et donc finalement, on arrive à une normale standard entre deux valeurs et on exprime ceci comme étant la fonction de répartition en cette valeur moins la fonction de répartition en celle-ci. On a déjà vu ceci. Et f, c'est la fonction de répartition de la normale standard. Et nous avions déjà dit que ce f est calculé à partir d'une table. Donc même maintenant pour une normale mu sigma carré, il suffit de se ramener à une normale standard via la transformation suggérée et réutiliser la table pour calculer des probabilités. Remarque, la courbe de la densité d'une variable aléatoire normale mu1 est la courbe translatée d'une normale 0,1, c'est normal, par mu. De cette dernière, on obtient celle d'une normale mu sigma carré en changeant l'échelle sur l'axe OY, c'est-à-dire en multipliant par 1 sur sigma. Je vais expliquer ceci davantage sur le graphe. Alors, la normale standard avait pour courbe cet axe de symétrie. Maintenant, cette normale 3,1, donc le 1 il est toujours conservé, mais le 0 est remplacé par 3, la courbe est translatée vers la droite et l'axe devient l'axe qui passe par 3, au lieu que ce soit l'axe qui passe par 0. Donc, si on garde le 1 et on met 3 ici, il suffit de translater la courbe pour obtenir la courbe d'une normale 3,1. Maintenant, en gardant 3 et en changeant le 1 en 0,25, c'est-à-dire en changeant l'échelle, c'est ce que j'avais proposé, finalement, on retrouve une courbe qui est devenue un peu plus haut que la précédente, mais toujours avec un axe de symétrie passant par 3. Mais du moment que cette courbe est un peu plus haut, et que l'aire sous la courbe, elle est égale à 1, c'est normal que ce qu'il va gagner au centre, elle va le perdre sur le côté. Donc, elle est un petit peu resserrée de ce côté-là pour que finalement, elle gagne de la surface au milieu. C'est un peu normal parce que de toute façon, nous avions changé d'échelle. L'échelle va tout simplement soit faire baisser ce maximum, soit le faire monter, tout dépend de cette valeur. Apparemment, puisque cette valeur, et on va expliquer plus tard ce que ça signifie cette valeur est inférieure à 1, elle fait monter le maximum, donc il fait resserrer les côtés et gagner de la surface au milieu. Si cette valeur-là était supérieure à 1, c'est le contraire qui va se passer, c'est que le maximum va baisser et les côtés vont se gonfler davantage. Alors, je vais aller un peu vite ici, puisque cet exemple-là, on l'a déjà vu, c'est l'exemple de la mesure d'une table et de longueur L inconnue, M, la variable aléatoire associée à cette mesure. Si je prends la variable aléatoire E qui est égale à M moins L,
je soustrais de la mesure la vraie longueur, ceci représente l'erreur de la mesure, c'est-à-dire par combien je rate la longueur que je veux mesurer. Alors, pour h fixé, on peut dire que la probabilité que m entre u moins h et u plus h est maximale quand u est égal à L et qu'elle diminue quand U s'éloigne de L d'un côté comme de l'autre. Ceci, on l'avait déjà expliqué auparavant en disant que la classe centrale d'un histogramme était la plus élevée au détriment des flancs, donc ce n'est pas la peine de se répéter. Et donc pour U égale à L, cette probabilité augmente avec la précision de l'instrument de mesure. Ça, on l'a aussi dit, c'est une réadaptation à la nouvelle situation. Alors, ce qui va nous intéresser le plus dans ces situations, et on l'a déjà fait, c'est de tenter de dire que notre mesure mu, elle est normale, L sigma carré, où sigma est un réel positif petit, quand la précision de la mesure est grande, c'est-à-dire quand on utilise un instrument de mesure assez petit. Donc, si vous voulez, le fait de pouvoir supposer ceci, c'est dû à la structure de la mesure. C'est que nous avons beaucoup plus de chances d'avoir des mesures aux alentours de notre L et peu de chances de les avoir à l'extérieur. Alors, la seule objection qui concerne le fait que M est à valeur positive, c'est que notre mesure, elle est positive. Donc, alors qu'une variable aléatoire normale peut prendre des valeurs négatives. Donc, voilà, nous avons une mesure qui ne prend que des valeurs positives et nous disons que c'est une mesure à valeur dans R. Ça ne nous pose aucun problème. Nous avions déjà vu que si Z est une variable aléatoire normale, L, sigma carré, la probabilité que Z s'éloigne de L pour plus de 3 sigma est pratiquement insignifiante. Donc le fait de supposer que notre M peut être négatif, c'est pratiquement, les chances que ça se produise sont pratiquement négligeables. Alors, d'autres variables aléatoires continues dont la distribution est basée sur la distribution normale seront introduites plus tard. Donc, quand le temps arrivera, on va les introduire. Et parmi ces variables aléatoires, je peux tout de suite dire qu'on parlera de variables aléatoires ayant la distribution du qui 2, une variable aléatoire ayant la distribution de student et une variable aléatoire ayant la distribution de Fisher. Contrairement à ce que j'ai fait ici pour les deux plus populaires variables aléatoires uniformes et normales, on ne va pas introduire ces variables aléatoires, ils ne seront pas considérés par leur densité, mais à travers une forme pratique. Donc c'est à partir de leur forme qu'on va les qualifier de qui 2, de student, de Fisher, sans trop se préoccuper de leur densité, parce que de toutes les façons, après tout, ça ne nous concerne pas, on ne sera jamais emmené à utiliser cette densité, et même si on voulait le faire, ça serait quelque chose d'un peu complexe. Donc, avant de clore cette leçon, je tiens à rappeler que la dernière variable aléatoire que j'ai considérée ici, dans ces deux versions, qu'elle soit standard, normal standard ou normal quelconque, joue un rôle primordial en statistique. On va s'y ramener pratiquement tout le temps. Bien évidemment, dans la pratique, on tombe rarement sur une variable aléatoire normale standard. On tombe plutôt sur une variable aléatoire normale n mu sigma carré, comme je l'avais qualifié. Mais je vous ai déjà montré que d'une telle variable aléatoire, nous pouvons nous ramener à une variable aléatoire normale standard, et le but, c'est pour tout simplement exploiter les tables existantes pour calculer les probabilités qu'on désire calculer. Et alors, avant de vous quitter à ce niveau-là, je sais que vous pouvez avoir des questions ou des points d'interrogation dans votre tête. Vous pouvez éventuellement avoir besoin d'exercices pour mieux assimiler ce cours. N'hésitez pas à contacter le site web Netuno. Et pour cela, il vous suffira de cliquer sur MedNetu et merci.